Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Il y a quelques semaines, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, annonçait vouloir réformer en profondeur une filière REP du textile, aujourd'hui à bout de souffle. En effet, depuis 2008, le textile fait partie des 18 filières industrielles qui sont concernées par la responsabilité élargie du producteur, ou REP. Ce dispositif, il impose aux producteurs de prendre en charge l'ensemble du cycle de vie de leurs produits, de la conception à la fin de vie, afin d'en limiter l'impact environnemental. Concrètement, cela passe par des éco-organismes qui sont agréés par l'État et financés selon le principe du pollueur-payeur. Face à ce système, une question cruciale se pose. Quelle place pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont depuis longtemps développé un savoir-faire autour du réemploi, de la réparation et sont des moteurs d'une économie plus circulaire? Pour en parler aujourd'hui au micro de Radio Anthropocène, j'accueille Aurore Mazieux. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous êtes responsable transition écologique et économie circulaire à ESS France, où vous œuvrez aujourd'hui notamment à faire dialoguer les éco-organismes avec les structures de l'ESS. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est exactement une filière REP et comment cela fonctionne ? Merci. Donc, les filières REP, responsabilité élargie des producteurs, ça a été inventé il y a à peu près 30 ans maintenant au niveau européen. Et l'objectif, c'est bien d'avoir un principe pollueur-payeur pour tous les déchets qui sont issus des biens de consommation. Initialement, ça a été mis en place en Allemagne sur la filière des emballages dès 1991. Parce qu'un constat a été fait que les collectivités territoriales avaient des coûts importants de gestion des déchets issus des emballages et qu'elles avaient peu de moyens pour les réduire. Il était donc assez logique de pouvoir responsabiliser les metteurs en marché afin qu'ils puissent prendre en partie ou en totalité en charge les coûts issus de ces déchets d'emballage. Et donc nous, dès 1992 en France, on a eu la REP emballage également. Il en existait une depuis plus longtemps dans les années 70 sur les huiles. Et depuis, nous sommes un peu les champions du monde de la filière REP en France, puisque depuis la loi AGEC, si je ne dis pas de bêtises, nous devrions arriver bientôt à 25 filières en fonctionnement. Très bien. Et donc, c'est en quelque sorte réinternaliser la gestion des déchets auprès des producteurs, des metteurs sur les marchés. Et ça passe par des éco-organismes. Tout à fait, c'est une façon de transférer la responsabilité. Alors aujourd'hui, on a des filières qui ne sont pas exclusivement sur les flux des ménages, mais aussi sur des flux professionnels. Mais l'objectif, c'est bien ça, c'est de pouvoir responsabiliser les metteurs en marché sur le fait qu'un jour, leurs produits vont devenir des déchets. Et donc, il y a différentes façons de s'organiser. Les metteurs en marché peuvent s'organiser de manière tout à fait individuelle, c'est-à-dire, et vous l'avez sur un certain nombre de gisements tels que les imprimantes professionnelles, par exemple, parce que là, il y a un vrai marché à pouvoir réparer et gérer en propre son parc d'imprimantes. Mais sur la majorité des filières, en particulier qui touchent les consommateurs ménages, en effet, les metteurs en marché ont choisi de déléguer cette compétence à un organisme tiers qui s'appelle éco-organisme. Et donc, comment ça fonctionne concrètement ? Vous avez, vous, en tant que consommateur ou consommatrice, une éco-contribution, c'est-à-dire une part du prix d'achat de votre produit qui est versée à cet éco-organisme. Et cet argent global permettra de financer les actions de collecte, de réemploi, de recyclage, etc. Très bien. Et concrètement, qui constitue ces éco-organismes, qui constituent la gouvernance et comment ils sont financés par des éco-contributions, mais derrière les cahiers des charges, comment sont-ils déterminés ? Alors, les cahiers des charges sont déterminés par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui, au démarrage, décide dans la majorité des cas, puisque vous avez aussi des filières qui se mettent en place de manière volontaire par certains producteurs, parce qu'il y a une valeur ajoutée. C'est le cas des pneumatiques, par exemple, puisqu'il y a un vrai marché de seconde main des pneus. Mais en règle générale, l'État pose le principe de création d'une filière, soit parce que ça représente des quantités astronomiques de déchets, je pense aux emballages, je pense aux déchets des matériaux de construction du bâtiment, soit pour des raisons sanitaires, je pense aux déchets d'activités de soins par exemple, ou pour des questions environnementales de déchets dangereux, je pense aux équipements électriques et électroniques. Et donc une fois que ce principe est posé, il va y avoir une consultation de l'ensemble des metteurs en marché et des parties prenantes sur le territoire qui sont concernées, en particulier les collectivités territoriales. Un cahier des charges va être réalisé, donc ça c'est un texte réglementaire qui fixe des objectifs
à l'éco-organisme, donc de manière détournée aux metteurs en marché, des objectifs de collecte, des objectifs maintenant depuis la loi AGEC de réemploi, et on reviendra ensuite sur les conséquences que ça a eu sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des objectifs de recyclage et de traitement en règle générale. Et pour répondre à votre question sur la question de la gouvernance, aujourd'hui, en tout cas, depuis le début des filières, les seuls participants, enfin en tout cas les seuls sociétaires, actionnaires de ces éco-organismes sont les metteurs en marché, ce qui nous pose aujourd'hui, pour un certain nombre d'acteurs concernés sur la filière, des vrais questionnements de problèmes de gouvernance justement qu'on peut rencontrer sur des prises de décision, voire même sur certains domaines, en particulier le réemploi, des questions de conflit d'intérêts. Effectivement, parce que ce sont donc les metteurs sur les marchés qui sont ensuite en charge de la gestion de la fin de vie des produits et n'ont pas nécessairement intérêt à les rendre plus durables et réemployables. Et donc la question vient maintenant, où se placent les structures de l'économie sociale et solidaire? Donc dans tout ça, elles ne sont pas dans la gouvernance, donc comment s'inscrivent-elles dans ce système? Il est peut-être important de rappeler l'historique de la place des structures de l'économie sociale et solidaire sur les filières de réemploi. Il faut savoir qu'elles ont été pionnières de ces filières. Je pense au mouvement Emmaüs qui a plus de 75 ans d'existence, aux ressourceries et recycleries que vous connaissez peut-être, qui ont maintenant une trentaine d'années d'existence et qui ont choisi de développer des modèles ancrés dans les territoires, des modèles souvent sociaux, puisque pour beaucoup fonctionnant sur des postes en insertion par l'activité économique, donc permettant aussi de redonner une deuxième chance à des personnes éloignées de l'emploi, des structures qui fonctionnent aussi avec une force bénévole importante, et ça n'est pas négligeable dans le rôle que nous jouons sur les territoires, puisque ça permet de contribuer aussi au changement de comportement des citoyens, des citoyennes, puisque c'est bien là le premier sujet, c'est-à-dire comment on essaye de faire changer les modes de consommation, consommer moins et mieux. Ça, c'est un vrai sujet, on en parle souvent sur les questions d'alimentation, mais c'est aussi le cas sur les biens de consommation. Donc jusqu'à présent, jusqu'à la loi AGEC, nous fonctionnions sur les modèles que nous avons mis en place. On a trouvé un équilibre sur des modèles socio-économiques qui sont très divers. Il n'y a pas toujours de l'emploi par l'insertion, il n'y a pas toujours de l'insertion par l'activité économique. Toujours est-il que la majorité des structures fonctionnent quand même sur du multifilière, c'est-à-dire des meubles, de la vaisselle, des textiles, des jouets par exemple, et que c'est bien l'ensemble de tout ça qui crée un modèle viable économiquement. La loi AGEC, qu'a-t-elle eu comme conséquence? Elle a mis en place des objectifs de réemploi dans les cahiers des charges de certains des éco-organismes sur les filières sur lesquelles on pouvait faire du réemploi. Donc, en l'occurrence, 6 filières. Qu'est-ce que ça amène? Enfin, un petit peu plus, 8 filières, mais 6 qui nous concernent directement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nos structures aujourd'hui? Il me semble que on peut se féliciter de ça parce que c'était une volonté de pouvoir avoir un cadre environnemental plus fort pour ces filières REP. On pourrait penser que ça aurait permis de faire un peu un appel d'air pour nos activités, de les soutenir plus correctement. D'ailleurs, on a contribué avec un certain nombre de réseaux, le réseau Emmaüs France, le réseau national des ressourceries recycleries, la Fédération Envie, le recyclage sur les ateliers vélo et le CORAS. Au sein de l'Union pour le réemploi solidaire, on a permis la création des fonds réemploi, qui sont des financements fléchés dans le cadre de ces filières REP, exclusivement vers les structures de l'économie sociale et solidaire pour soutenir leur fonctionnement. Donc on aurait pu penser que ça allait permettre de les développer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça a plutôt amené à une menace, puisqu'on a des modèles qui commencent à s'effondrer, tout simplement. Pour quelles raisons? Parce que ça a fait appel d'air sur les questions de réemploi au niveau national. De plus en plus d'entreprises lucratives de type start-up se positionnent sur les filières lucratives, le textile, les équipements type téléphone, ordinateur portable, donc prennent une part du gisement auquel nous n'avons plus accès. Et puis, de plus en plus de metteurs en marché d'équipements neufs choisissent de développer aussi une offre de seconde main. Pas nécessairement parce que ça rapporte de l'argent, au contraire même, ils assument de dire qu'il n'y a pas de modèle économique à cela, mais c'est une façon de répondre à une demande des consommateurs et consommatrices et puis de continuer à faire venir du flux dans les boutiques. La conséquence première, c'est que comme le gisement de produits de qualité n'est pas illimité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, aujourd'hui, on a vraiment un conflit d'accès au gisement et donc une perte de ce gisement. Sur la partie des textiles, on a un autre phénomène qui est la vente sur des plateformes entre consommateurs et consommatrices qui captent
énormément de la crème. Il faut savoir que la crème, ce sont les textiles de qualité. Il faut savoir que il y a eu des enquêtes qui ont été menées de comportement, et les personnes qui achètent sur des plateformes sans citer de marque disent que si elles n'avaient pas réussi à vendre sur cette plateforme, alors elles l'auraient donné à une association. Donc nous, on voit bien une érosion du geste de don dans nos structures et un gisement qui réduit. Enfin, le gisement de qualité, qui réduit. Pourquoi c'est important pour nous ? Parce que c'est quand on passe moins de temps de remise en état de gisements de qualité, ça permet de rémunérer les gisements sur lesquels on doit passer plus de temps de remise en état. Même chose, les textiles et la téléphonie ou le numérique sont des flux à plus forte valeur ajoutée, quand les meubles, par exemple, aujourd'hui, du fait du modèle de meubles neufs actuel, à bas prix, n'a pas trop de modèle économique. Et donc, c'est bien l'ensemble de toutes ces filières et l'équilibre de toutes ces filières qui nous permet de continuer à faire vivre les modèles socio-économiques que nous avons mis en place il y a plus de 70 ans et que nous défendons. Donc aujourd'hui, le conflit d'intérêts majeur que l'on voit, c'est que on laisse le droit de vie ou de mort finalement sur certaines de nos structures. Si je reprends l'exemple d'Envie, qui est spécialiste des équipements électriques et électroniques et qui s'est vu perdre la moitié de ses marchés récemment sur la reprise dans des collectivités. On laisse ce droit de vie ou de mort à une seule partie de l'écosystème de la mise en marché. C'est-à-dire que d'un point de vue concurrentiel, je ne comprends même pas qu'on n'ait pas vu qu'il y avait là un conflit d'intérêts, puisqu'on laisse au seul metteur en marché de neuf le droit de décider à qui vont aller les gisements de réemploi. C'est-à-dire qu'on nous empêche de faire notre métier que nous faisons depuis plus de 70 ans avec une unité sociale certaine et des externalités positives dans les territoires, sous couvert de choisir le marché le plus offrant. Le risque de tout ça, c'est que comme il n'y a pas de modèle économique durable, et ils le disent sur les flux qu'ils récupèrent, c'est qu'on va laisser mourir nos structures, qu'eux vont se lasser de faire ça, et que demain, il n'y aura plus de tissu de réemploi dans les territoires. Donc nous, on milite fortement pour qu'il y ait un accès prioritaire du gisement de qualité qui soit donné aux structures de l'économie sociale et solidaire, et puis qu'on puisse financer le réemploi à la hauteur de ce que ça coûte. Et ça passe aussi par des politiques publiques ambitieuses. Il y a 30 ans, on a choisi de mettre en place des politiques publiques ambitieuses en faveur du recyclage. On a permis aux collectivités territoriales d'avoir une TVA réduite si elles mettaient en place la collecte sélective des emballages avec la poubelle jaune. On a mis en place une taxe générale des activités polluantes pour pouvoir rendre moins intéressant l'incinération et l'enfouissement des déchets en faveur du recyclage. Il est grandement temps d'avoir des politiques publiques ambitieuses en faveur du réemploi, notamment pour respecter le cadre de la directive cadre européenne de déchets qui a été publiée en 2008 et qui fixait le réemploi comme prioritaire par rapport aux autres modes de traitement des déchets. Effectivement, là, ça touche à la hiérarchie du traitement des objets en fin de vie, où le réemploi, la réparation doivent être au-dessus du recyclage et sont encore trop peu valorisés par ces filières REP. Et tous ces dysfonctionnements dont vous nous parlez, ils ont été l'objet, notamment en 2024, d'un rapport interministériel qui est paru l'année dernière, qui expose le fonctionnement et les dysfonctionnements de la filière. En parallèle, vous menez en collaboration avec d'autres acteurs de l'ESS un travail d'expertise et de plaidoyer sur le sujet. Vous appelez à des politiques publiques fortes pour soutenir cette filière. Par quoi est-ce que cela peut passer ? Quelles sont des pistes d'évolution du système vers une filière qui soit plus vertueuse d'un point de vue tant environnemental que social ? Alors déjà, et c'était une conclusion du rapport, nous militons pour que les fonds réemploi ne soient plus à 5% minimum d'éco-contribution, mais au moins à 10%. Déjà, on mettra des moyens plus importants pour soutenir le réemploi. Ensuite, on milite fortement pour soutenir de nouvelles initiatives. C'est-à-dire que nous, on ne croit pas en un modèle industrialisé qui viserait à dire qu'il faut des grosses unités territoriales à l'échelle régionale où on massifierait des flux et puis on redistribuerait. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que comme il s'agit d'un changement de comportement de consommation, il est nécessaire d'avoir des offres de proximité. Par ailleurs, nous défendons nos modèles sociaux et solidaires, c'est-à-dire des prix accessibles pour toutes et tous dans les territoires, des emplois pour des personnes qui n'en avaient pas, la création de liens sociaux. On est capable d'aller installer une recyclerie dans un territoire rural extrêmement isolé qui va être en fait au sein d'un tiers-lieu, qui va pouvoir avoir peut-être un café associatif. Et nous défendons ce modèle alternatif parce que c'est comme ça aussi qu'on fait changer les comportements.
Donc nous, notre façon d'industrialiser et de changer d'échelle, c'est de mailler le territoire au plus près des besoins des consommateurs. Donc nous, on aimerait par exemple qu'il puisse y avoir une recyclerie à moins de 15 minutes de chaque habitant-habitante pour justement favoriser l'acte d'achat de seconde vie. Ça peut passer dans le travail que l'on fait en coopération avec beaucoup de collectivités territoriales qui travaillent déjà beaucoup avec les structures de l'économie sociale et solidaire sur ces questions, par de la mise à disposition de foncier. Vous aviez un sujet sur la question de l'habitat juste avant. Il y a une vraie pression sur le foncier aujourd'hui qui fait que pour certaines structures, ça représente un quart de leur charge mensuelle. Si elles n'ont pas ce loyer à prendre en charge, mécaniquement, elles ont moins besoin de ressources sur la partie recettes puisqu'elles sont plus libres d'agir à cet endroit. Sur la partie, on va dire plutôt politique publique étatique, là, on demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de concertation dans les planifications. Et d'ailleurs, on demande qu'il y ait une réelle planification des activités de réemploi, par exemple par un schéma national directeur du réemploi qui devrait être fait, qui devrait être pensé pour être décliné à l'échelle des territoires en s'appuyant sur les collectivités territoriales compétentes, puisqu'on ne peut pas développer les mêmes solutions de réemploi d'un territoire à l'autre. Ça va vraiment dépendre des flux qu'on récupère. Si je vous prends l'exemple de la consigne des emballages pour réemploi, on ne peut pas penser de la même façon un dispositif dans une région où on produit beaucoup de vin, par exemple, que dans une région où on ne produit pas de boissons, parce que ça demande des cadres logistiques spécifiques, etc. Et c'est aujourd'hui tout le problème. C'est-à-dire que modifier la gouvernance des filières REP, c'est ce qui était demandé dans ce rapport. Alors, nous, on n'est pas en train de dire que c'est nécessairement en changeant les questions du conseil d'administration qui aujourd'hui n'est fait qu'avec les metteurs en marché. On dit juste en tout cas qu'il faut que les décisions de planification de ces filières soient prises de manière collective, concertée avec les acteurs qui agissent sur le territoire et pas uniquement avec les metteurs en marché qui ont envie finalement d'avoir le moins d'éco-contributions possible à payer pour faire le moins possible d'actions de réemploi. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par des cadres qui devraient être, selon nous, animés par l'État. Et puis, il est indispensable aussi de rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, chaque éco-organisme, enfin chaque filière a son cahier des charges avec un ou plusieurs éco-organismes, ce qui amène à de la planification, certes relativement légère, mais faite par l'éco-organisme, par filière. Or, aujourd'hui, la majorité de nos structures sont multifilières, c'est ce qui permet l'équilibre du modèle. Et donc, on ne peut pas penser d'un côté une planification de l'activité textile, sans penser aussi aux conséquences qu'une réforme totale du modèle du réemploi des textiles aujourd'hui pourrait avoir des conséquences sur le réemploi des meubles ou de la vaisselle. Pourquoi ? Parce que les textiles représentent entre 30 et 35% du chiffre d'affaires des ressourceries, recycleries multiflux, disons, d'une structure multiflux. Et donc, si vous lui enlevez cette filière parce que vous décidez de la faire différemment, en fait, vous modifiez tout l'écosystème de réemploi. Aujourd'hui, il n'existe aucun cadre au niveau national ou au niveau des territoires pour faire cette planification sur les activités de réemploi. C'est donc un appel à plus de collaboration et d'hybridation pour gérer la diversité des déchets qui sont touchés par les filières REP. Oui, et puis peut-être pour conclure, parce que je n'ai pas beaucoup insisté sur ce point, nous, on milite vraiment pour que ça reste... Vous pourriez me dire, qu'est-ce que ça change que ce soit lucratif ou non lucratif, le réemploi ? Le fait qu'il soit non lucratif, en fait, ça garantit une action d'intérêt général qui reste dans nos territoires et pas une activité qui est délocalisée à l'étranger pour reconditionner et revenir en France. Très bien. Merci beaucoup Aurore Médieux pour ces précieux éclairages sur les enjeux de la filière REP, ainsi que le rôle primordial, encore trop peu soutenu et valorisé des acteurs de l'ESS dans la transition vers une économie circulaire et territoriale. Un grand merci également à nos auditeurs et à nos auditrices. Et tout de suite, notre plateau radio spécial économie sociale et solidaire continue avec une table ronde consacrée à l'alimentation solidaire présentée par Yindra Kratochvili. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.